Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ces 2 heures d'infos. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et j'espère que vous êtes fan de séries parce qu'on a le roi des séries, Romain Nigita. Merci d'être avec nous ce matin. Avec grand plaisir. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. On est ravis de vous recevoir ce matin et vous allez nous dire toute l'actualité des séries. Je vais tout vous dire. Toutes les séries qu'on peut regarder, celles qu'il faut découvrir, celles qu'on ne peut ne pas regarder. Et puis moi j'ai une question vous avez vu comment il a branché le Jean-Jacques Bourdin. Oui. Hors antenne, oui. Jean-Jacques Bourdin nous a raconté des secrets. Il regarde Breaking Bad et tout. Voilà. Il a bon goût. Breaking Bad, c'est formidable. Breaking Bad, c'est bien. Mais et puis moi j'ai une question sur les 3e saisons. J'ai des réponses pour vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc on va en reparler dans un instant avec vous. Toutes vos questions évidemment si vous nous suivez sur les réseaux. On peut dire qu'il y avait 2 séries hier. Il y avait Cannes Police. Alors Cannes Police c'est quand même un drame pour TF1. C'est de pire en pire les audiences. C'est avec Scheim qui ne veut plus qu'on l'appelle Scheim. Ah non, elle ne veut plus qu'on l'appelle Scheim. Donc ça a fait 1,7 million. C'est arrivé 3e. C'est une catastrophe. Parce qu'il y a un doublage en fait. Ça a été tourné en américain. Ils ont voulu faire genre. C'est ça. C'est une copro franco-anglaise. L'un des personnages principaux est anglais. Donc ils se sont dit 95% du cast est français. On va quand même les faire jouer en anglais. Et c'est une catastrophe. C'est déjà mauvais à la base. Alors que cet acteur anglais en plus parle parfaitement français puisqu'il a vécu plusieurs années en France. Voilà, ils ont tenté de faire un espèce de remake d'Amicalement Vôtre. Ils n'ont pas eu les droits. C'est ce que m'ont dit les producteurs. Ils voulaient faire un vrai remake d'Amicalement Vôtre. Ils n'ont pas eu les droits. Donc ils ont fait un truc qui s'en inspire sans être ça. Et même sans ces histoires de doublage, c'est franchement un nanar. Ouais. Donc je comprends que le public de TF1 ne soit pas resté. N'est pas suivi. Et puis la 2e série la 2e série, il en parlait justement avec Jean-Jacques Bourdin, c'est la série de Giannoli qui a démarré sur Canal+, qui a une histoire incroyable. On pourra peut-être en parler après le zapping, parce que là on pourra prendre le temps d'en parler. On va commencer par le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors... Il était 22h10 en France quand BFM s'est mis en breaking news et enchaînait les duplex avec Bruxelles. Et ce qui étonnait quand on regardait les images hier soir, c'était le vide complet. Bruxelles était vide. Je me trouve actuellement dans l'une des places centrales de Bruxelles et je pense que vous pouvez le voir derrière moi. C'est particulièrement calme parce que l'information a été dispersée pour expliquer aux gens qu'il fallait rester, qu'il fallait faire preuve de la plus grande vigilance. J'ai pu échanger avec quelques commerçants qui se trouvent ici sur cette grande place de Bruxelles, qui ont commencé il y a une quinzaine de minutes à ranger leur terrasse, à commencer à tout ranger pour essayer d'expliquer aux clients qu'il fallait rentrer chez eux. J'ai même pu entendre un autre commerçant qui expliquait à des touristes qui n'étaient absolument pas au courant de ce qui se passait que tout simplement c'était beaucoup plus prudent pour eux de rentrer à l'hôtel. C'était assez dingue comme atmosphère. Ils étaient vraiment breaking news. J'imagine que vous allez revenir. On va y revenir. L'assassin présumé, le terroriste présumé a été abattu ce matin. Il est mort en réanimation. Ouais. Peu de temps avant, Gérald Darmanin était sur CNews, chez Pascal Praud. Alors, il était interrogé sur les possibilités d'attentats en France et surtout des possibilités lors d'événements sportifs et en particulier, évidemment, sur les Jeux Olympiques de Paris. Voici sa réponse. Non, la France est un grand pays et est capable d'organiser une très grande cérémonie d'ouverture. Moi, il y a 1 mois et demi, je lisais les journaux, je regardais la télévision, peut-être votre chaîne, et je me dis, le pape à Marseille, ça va être compliqué. Le roi et la reine d'Angleterre prend 3 jours, ça va être compliqué. La Coupe du Monde de rugby, ça va être compliqué. Il n'y avait pas Israël. Mais je constate. Il n'y avait pas Israël. Le pape à Marseille pendant 2 jours, c'était pas très évident. Il n'y avait pas Israël. Le pape était dans les quartiers nord. Le roi et la reine d'Angleterre, ils sont pendant 3 jours été l'invité de la France dans plusieurs villes de province. Et la Coupe du Monde de rugby, encore une fois, il faut faire attention jusqu'au bout, se passe dans de très bonnes conditions, alors qu'il y a Israël, alors qu'il y a beaucoup de difficultés, alors qu'il y a toujours un risque terroriste extrêmement élevé. Mais si nous refusons de vivre, les terroristes ont gagné. Oui. Si nous refusons d'ouvrir les salles de spectacle, de boire des verres en terrasse, d'organiser les Jeux Olympiques, les terroristes ont gagné. Eh oui. Alors vivons Valérie, et mono vivant, comme disait le grand philosophe François Valéry. Peut-être ce soir le Parti socialiste et la NUPES sera une vieille histoire, vous savez Valérie. Ça marche jamais les mariages forcés ou arrangés. Hier, Marine Tondelier de Europe Écologie Les Verts n'était pas tendre non plus avec Jean-Luc Mélenchon. Elle était dans C'est à vous. C'est un peu affligeant et c'est pas à la hauteur. C'est-à-dire que la politique, c'est pas un jeu.
C'est pas une émission de télé-réalité où on est là à dire qu'est-ce que les médias vont dire de mon tweet, qu'est-ce que un tel va répondre à mon tweet. Ça peut pas être ça la politique. Derrière, il y a des gens, c'est la vie des gens qui est en jeu, et en l'occurrence de celles et ceux pour lesquels on se bat. Et donc, quand la NUPES a été créée en juin 2022, et on sait que Jean-Luc Mélenchon est l'un des pères de cette NUPES, évidemment, c'était lui qui devait être Premier ministre, je rappelle. Ça a été une source d'espoir immense dans ce pays. Mais je n'oublie pas non plus que la NUPES est en train de devenir une source de désespoir. Parce que lui est devenu illégitime. Dès lundi, les tournages de Plus belle la vie, on pourra en parler, oui. De ce nouveau Plus belle la vie avec notre spécialiste série, va reprendre au moment même où a été confirmé le suicide de Marouane Bereni. C'est quand même le deuxième suicide de Plus belle la vie, on peut le rappeler, et le deuxième comédien qui disparaît d'une façon tragique. Pour des raisons différentes. Pour des raisons différentes, mais ça a joué dans leur façon de vivre. Justement, dans Touche pas à mon poste, une de ses amies proches a tenté de donner quelques explications. Parlant son nom, mais Marouane, il vivait avec la culpabilité de la mort de son frère, même s'il y est pour rien. Mais en fait, ne pas avoir réussi à protéger son petit frère, je pense que c'était déjà invivable pour lui. C'était quelqu'un de torturé, quelqu'un de tourmenté, il vivait sans limite. Pour moi, c'était un artiste qui était beaucoup plus intelligent que tout le monde, et je pense que personne ne pouvait être dans son cerveau. Et là, le fait d'avoir renversé quelqu'un, je pense que c'était la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On pourra en parler ensemble de ce nouveau Plus belle la vie. Valérie, je vous promets, je vous aime bien. Mais promis, ce n'est pas contre vous ce qui arrive. Mais à mon grand dame, qu'est-ce que voulez-vous? C'est le succès du moment, c'est Vianney et Zazie. Je sais que Vianney n'est pas votre tasse de thé, mais il y a un moment, les choses s'imposent, ça fonctionne. Ils ont composé ensemble un tube, ils l'ont chanté en live hier dans C'est à vous. Alors j'ai quand même demandé à notre réalisateur Romain de mettre que du Zazie. Oh non, c'est pas. Mais non, vous l'aurez un petit peu Vianney après. Mais non. Dans ce chaos, quand tout va de travers, comment tu fais toi de ces pas, de ces hauts de nos cœurs à l'envers, comment tu fais? Comment on fait quand on prend des coups? Comment on fait? J'en sais rien du tout. Comment on fait? En fait on s'en fout. Ouais. Non, mais c'est très beau. C'est pas mal. Mais Je peux vous le mettre en sonnerie si vous voulez. Non, mais j'aime beaucoup la personnalité de Vianney. J'aime bien l'homme, mais c'est vrai que les chansons ne me touchent pas. Mais bon, c'est pas Barbara Pravi non plus. Non, mais c'est une jolie chanson. C'est une jolie chanson. On se retrouve dans un instant avec notre invité Romain Nigitas, journaliste spécialiste des séries. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Vous savez, il y a des boucles WhatsApp. J'imagine que vous devez être assailli de qu'est-ce que je peux regarder ce soir, non, Romain? C'est la question qu'on pose toujours chaque fois qu'on me présente quelque part dans un dîner. C'est la première question que vous a posée Jean-Jacques Bourdin. Il y a les médecins qui ont dit tiens, j'ai mal là, les avocats au fait, et il y a Romain Nigitas. Qu'est-ce qu'on peut regarder comme série? On en parle avec vous dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio. Le 10h midi, Sud Radio Média. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Romain Nigitas, journaliste spécialiste des séries. Et quand on vous a sur le plateau, eh bien, même pendant la pub, on parle séries. Alors, des réactions de nos auditeurs. Stéphane nous dit, j'ai adoré L'épreuve du diable. Vous connaissez? Je crois que c'est un jeu de télé-réalité qui est sur Netflix, si je dis pas de bêtises, avec des épreuves. Ouais, donc c'est pas de la fiction. Une série jeu coréenne. C'est ça. Et d'ailleurs, dans le même genre, bientôt, va y avoir le vrai jeu Squid Game sur Netflix. Donc c'est un peu de mauvais goût quand même, parce que la série Squid Game est assez terrifiante. Et sur Amazon, vous allez avoir un jeu inspiré de James Bond, un peu façon Pékin Express. Donc on voit maintenant, ils font de la télé-réalité inspirée des grandes licences, des grandes séries, des grands films. Il y aura des James Bond girls, je ne pense pas. Il y aura un présentateur qui est Brian Cox, qui est celui qui jouait le père dans Succession, qui fera un peu l'homme mystérieux qui va donner l'émission aux différents candidats. Alors, les séries de cet automne. Il y en a des tonnes. Mais c'est vrai que souvent, on se retrouve devant sa télé à zapper de Netflix à Amazon, en passant par Canal et autres plateformes, en se disant, il n'y a rien à regarder. Ça arrive aussi. Pourtant, il y a plein de choses. Ne serait-ce que hier soir, il y a une, moi que j'ai trouvé formidable, qui a démarré sur Canal, qui s'appelle D'argent et de sang. Absolument. Avec Vincent Lindon
Et surtout Ramzy Bedia, que je trouve formidable. Il trouve le rôle de sa vie dans le rôle d'un petit escroc de Belleville qui va monter une arnaque monumentale à plusieurs milliards d'euros en s'associant à un trader. Et tout ça est une histoire vraie qui avait été racontée dans un bouquin par Fabrice Arfi de Mediapart. Même si vous ne connaissez rien à la bourse, rien au quota carbone, etc., on vous explique tout, et surtout c'est un thriller qui va à 100 à l'heure. C'est l'histoire, elle est simple, c'est que sur des quotas carbone, on pouvait toucher de l'argent, c'est ça, on pouvait toucher des primes. En fait, il y avait de la TVA. Et il y a une arnaque toute simple qui consiste à détourner la TVA parce que l'État vous fait une avance sur la TVA, il faut la rembourser à la fin de l'année. Il suffit de plier la société et la TVA, on ne la renvoie jamais. Et si vous faites ça à une échelle de plusieurs milliards d'euros, c'est ce qu'ont fait ces escrocs véritablement dans les années 2008-2009. Vous pouvez empocher un pacton, sauf que derrière, il y a des envieux et ça s'est très mal fini. Ça s'appelle d'argent et de sang, c'est pas pour rien. Xavier Giannoli, immense réalisateur. Enfin, moi, je suis assez fan de ces films. Qui a fait Vision perdue notamment. Absolument. Et c'est la première fois qu'il fait une mini-série, donc il n'y aura pas de saison 3, saison 4, saison 5. Ça sera diffusé en 2 parties sur Canal, où c'est la première fois qu'il fait de la télé, et pour l'instant, là, c'est une réussite. Ouais, très bonne série. Alors ensuite, dans les grandes séries... Il y a Arsène Lupin, on peut parler d'Arsène Lupin, qui vient de revenir sur Netflix avec une saison 3, que moi j'ai trouvé un peu meilleure que la 2, j'avais été déçu par la 2, que j'avais trouvé un petit peu cheap. Là, la 3, on revient à des grosses arnaques. Là aussi, notamment un double épisode au début qui se passe Place Vendôme, qui est assez impressionnant. Après, ça reste de l'action, c'est léger. Il faut pas chercher un truc qui va philosopher sur le sens de la vie, mais c'est assez efficace. On a la bande-annonce. Se faire cambrioler est une expérience désagréable. Et ce, afin de vous éviter les aléas d'une surprise, j'ai pris la décision de vous prévenir à l'avance que je m'apprête à dérober votre perle noire. Vous en connaissez beaucoup, vous, des braqueurs qui vous invitent à leur casse? J'ai un plan, Ben. C'est un gros coup, Ben. Le coup. Mais il est chaud. Sur une échelle de 1 à 10, on est comment? Un petit 12. Bien sûr. Alors dites-moi, est-ce que Arsène Lupin, ça plaît aussi, puisque Netflix est international, est-ce que c'est un succès à l'international? Parce que on s'est un peu parlé au téléphone pour préparer l'émission. Tapi, ça a été vraiment un succès limité et très franco-français. En effet, Tapi, c'est un succès franco-français. C'est encore dans le top 10, il me semble, cette semaine. Je pense que malheureusement, le nom de Tapi ne dit pas grand-chose à l'étranger. Peut-être à l'Italie, à cause de son historique dans le foot, mais guère plus. Par contre, Lupin, c'est l'une des séries non anglophones qui marche le mieux pour Netflix. En tout cas, selon les chiffres donnés par Netflix, il faut toujours prendre des chiffres des plateformes avec des pincettes. C'est quand même assez obscur. Ils vous donnent jamais les vrais chiffres. Le fameux top 10 qu'on a sur la plateforme, c'est uniquement sur le visionnage des 2 premières minutes d'un épisode. On considère que vous avez vu la série si vous avez vu les 2 premières minutes. Vous avez peut-être zappé au bout de 3 minutes parce que vous avez trouvé ça nul. Ils s'en fichent pour eux. Vous êtes comptabilisé comme un spectateur. Comme ayant regardé la série. Exactement. Et Tapi, ça a bien fonctionné? Ça a relativement bien fonctionné en France. Je crois que c'est quand même pas leur série française la plus cotée. Mais je pense que pour eux, c'était plus une série de prestige, un peu comme The Crown, qui coûte extrêmement cher, mais qui n'est pas la plus regardée. Mais non. Bah non, pas du tout. Si vous regardez ce qui fonctionne sur Netflix, c'est les séries plutôt pour ados, les séries fantastiques, c'est Stranger Things, c'est Sex Education. Quand vous regardez vraiment ce qui arrive chaque semaine sur Netflix, la plupart des séries, c'est des séries fantastiques ou pour ados. On a l'impression que The Crown est vu par tout le monde et. Bah non, c'est le côté, c'est la vitrine. C'est un truc très prestigieux, c'est très bien d'ailleurs, mais c'est pas du tout le truc qui est le plus regardé chez eux. Vous avez vu la saison 6 de The Crown? Non, malheureusement, j'ai pas encore. Il y a plein de trucs que j'ai vus, même sans pouvoir vous le dire, mais celle-là, je l'ai pas encore vue. On parle d'une scène compliquée où Diana est en fantôme, c'est ça? C'est ça. Revient hanter. En tout cas, on sait qu'il y aura la scène de l'accident. Ça, ils en ont parlé. Ils préviennent qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pour que ça soit pas de mauvais goût, pour que ça soit fait avec tact. En effet, il y a des rumeurs d'une peut-être une apparition fantomatique. Voilà, mais on sait en tout cas que cette 6e et dernière saison traitera toute cette période-là. Question d'un auditeur, est-ce que ça a été tourné au pont de l'Alma? Est-ce qu'ils ont tourné l'accident? Je crois qu'ils ont tourné quelques scènes à Paris, en effet. Ils ont dû tourner des scènes à Paris. Il y aura la mort de la reine ou pas? A priori, ça ne va pas jusque-là. Ça va pas jusque-là. On sait que ça va jusqu'à la naissance des petits-enfants de la reine, mais en tout cas, le plan n'était pas d'aller jusqu'à sa mort. Bon, ça sort quand? Novembre. Alors ça sera en 2 parties. La première partie en novembre et la deuxième en décembre. C'est la première fois qu'ils font ça en 2 parties. Ah ouais. C'est frustrant. Avec d'abord 4 épisodes et ensuite 6. Faut faire monter le désir. La sauce, exactement. Oui, surtout les abonnements pour éviter les gens qui se désabonnent. Juste après avoir vu la fin. Oui. Donc du coup, mais oui, Valérie. Du coup, c'est vous abonnez, vous êtes obligé de rester abonné 2 mois au lieu d'1. Exactement. Alors Stéphane me dit la nouvelle tendance sera bientôt de refaire des saisons longues. Est-ce que parce qu'on s'arrête à 6-8 épisodes,
Est-ce qu'effectivement on va aller sur des séries plus longues? Ça, c'est en effet la tendance des saisons courtes, c'est ce qui se fait sur les plateformes, mais sur les grandes chaînes hertziennes américaines, les séries comme Grey's Anatomy, Good Doctor, NCIS, là on reste toujours sur une vingtaine d'épisodes. Je ne pense pas que le câble retournera sur un format long. C'est ce qui leur permet aussi d'attirer des grandes stars, des personnes comme Nicole Kidman qui enchaîne les séries depuis quelques années. Elle fait ça aussi parce que ça lui permet pendant quelques mois de tourner sa série, puis d'aller faire un film, puis de revenir faire une série. Je pense que Nicole Kidman n'a pas envie de se bloquer pendant 5 ans à faire uniquement le même personnage et la même série. Justement, la série, c'était quoi? Small Little Things? Elle a fait Big Little Lies. Big Little Lies, oui, c'est ça. Elle a fait Nine Perfect Strangers qu'on a vu sur M6 il y a pas longtemps. Elle en a une qui va arriver en fin d'année qui s'appelle The Expats, qui est tournée à Hong Kong. Donc elle en fait quasiment 1 an sur 2. Ouais. Une auditrice me parle du Morning Show. Elle me dit que c'est sa série préférée. Moi aussi j'adore. Je trouve ça formidable. Il y a la saison 3 qui vient d'arriver sur Apple TV. C'est donc les coulisses d'une émission de télé aux États-Unis avec quand même dans le casting principal Jennifer Aniston de Friends et Reese Witherspoon. Elles sont formidables. Elles sont formidables. Et cette saison 3, moi, m'a passionné parce que on y parle vraiment du milieu des médias tel qu'il se déroule aujourd'hui aux États-Unis, c'est-à-dire avec le fait que les grandes compagnies informatiques de la Silicon Valley veulent racheter les médias traditionnels pour ensuite les mettre un peu à leur service. C'est ce qui se passe dans cette saison avec un personnage qui est joué par John Hamm, qui était la vedette de Mad Men, qui est formidable dans cette espèce de rôle à la Elon Musk, grosso modo. Voilà. Après, je sais pas si on n'est pas passionné de médias et de l'industrie télévisuelle américaine, je ne sais pas si vraiment on peut être passionné par ça. Mais si vous adorez ce genre de choses, allez-y. C'est le cas de notre auditrice en tout cas. Voilà. Est-ce que Apple est enfin en force en France? Parce que c'est vrai qu'on avait deux plateformes. Il y a eu Netflix, Amazon qui a commencé à trouver sa place, mais Apple est un peu discret en France, alors que dans les autres pays, Apple est quelque chose de fort. Est-ce qu'on voit cette montée en puissance, peut-être grâce à l'accord de Canal+ d'ailleurs? Tout à fait. Apple a toujours été discret, même dans les autres pays du monde. En nombre d'abonnés, c'est ceux qui sont vraiment les derniers, notamment parce qu'ils n'ont que leur propre série, ils n'ont pas de catalogue comme peuvent l'avoir les autres. C'est vrai qu'au début, quand on regardait est-ce que je veux m'abonner à Apple, on voyait qu'il y avait 4-5 séries, on se dit mais pourquoi je vais payer pour voir 4-5 séries alors que chez les autres, il y en a une cinquantaine. En France, c'est vrai que cet accord avec Canal+, qui fait que quand vous êtes abonné à Canal, vous êtes aussi abonné à Apple, et en plus, Canal maintenant rediffuse certaines séries d'Apple en prime time sur la chaîne Premium, met énormément en avant leurs séries. Je pense que c'est une très bonne chose pour eux. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont accepté de signer cet accord. Buffy revient, ce que me demande un auditeur. Est-ce que vous savez où ce sera diffusé? Buffy revient en série audio. Et pas en série télé, en podcast, et sans Sarah Michelle Gellar. Tout le monde revient sauf elle. En fait, c'est centré sur le personnage de Spike, qui est le vampire qui au départ était méchant puis devenu gentil, qui est toujours joué par James Masters. Tous les autres acteurs. Mais là, c'est en audio, c'est pas grave, on le voit pas. C'est bizarre, non? C'est une tendance, ça aussi, le podcast de série? Ça se fait de plus en plus, parce que le podcast, d'une manière générale, est de plus en plus tendance. Vous avez toujours eu des fictions audio, même dans les années 80, sur CD. Doctor Who, vous avez des centaines de CD avec des histoires originales en Grande-Bretagne. Donc, vous aviez la famille du raton sur RTL dans les années 1950. Donc c'est pas très révolutionnaire. C'est pas nouveau, mais là d'avoir le vrai casting qui revient, à part la vedette quand même, c'est important. Mais oui, alors pour l'instant, est-ce que ça sera c'était les scènes de combat qui étaient intéressantes dans Buffy. C'est la psychologie. Buffy, c'est une métaphore du passage de l'adolescence à l'âge adulte, Monsieur Gansman. Donc il n'y a pas de scènes de combat. Voilà, bon, on aurait fait une dissertation. Il est en train de dire que je regardais au premier degré. Alors il y a une auditrice qui dit un truc très juste, c'est on attend, contrairement aux séries qui étaient sans aise, il y avait des épisodes toutes les semaines, on attend pendant 1 an la suite, et puis on regarde tout en quelques heures, quoi. Et il y a quelque chose d'assez frustrant. C'est pour moi le revers de la médaille des plateformes, et c'est pour ça que certaines autres plateformes depuis sont revenues un peu en arrière. Quand vous regardez les séries sur Disney+ ou sur Apple, c'est un épisode par semaine. Ce qui fait que tout le monde regarde au même rythme, et on peut parler de la série entre 2 épisodes avec ses amis sur les réseaux sociaux. Alors que sur Netflix, tout arrive le même jour, tout le monde ne va pas regarder au même rythme. Non. Donc on peut pas en parler avec les autres. Attends, j'ai pas vu, tu vas me spoiler, etc. Ce qui fait que les séries sont oubliées d'une semaine à l'autre. Alors que les grands phénomènes de ces dernières années, comme par exemple Game of Thrones, c'était un épisode par semaine. Et c'est ça dont tout le monde parlait le lendemain. T'as vu ce qui s'est passé? J'attends de voir ce qui se passe la semaine prochaine. Donc finalement, les plateformes reviennent un petit peu en arrière. C'est une stratégie différente, peut-être pour certains. C'est une stratégie qui a fonctionné pendant 60 ans sur les chaînes historiques. Et si ça fonctionne
fonctionné, c'est pas pour rien. C'est ce qu'a fait Canal+ avec la série, je me souviens jamais du titre de cette avocate qui est en banlieue. 66.5. Voilà, 66.5. C'est vrai que Canal, depuis quelques années, revient en arrière. C'est-à-dire que la diffusion à l'antenne était 2 épisodes par semaine, mais ils mettaient toute la saison complète au début de la diffusion. Alors que là, c'était pas le cas. Ils ont vu que ça marchait pas très bien et sont revenus en arrière à ce niveau-là. C'est uniquement une fois que la saison complète a été diffusée à l'antenne que vous avez tout sur le sur replay. C'est bien 66.5. Oui. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal fait. Ça commence au début, on peut croire que c'est un peu un ersatz de The Good Wife. Je sais pas si vous connaissez cette série que Juliana Margulies, l'actrice d'Urgence, c'est-à-dire une jeune avocate dont le mari est accusé d'agression sexuelle et du coup sa carrière est en péril. Là, ça commence pareil. Donc ils ont juste fait un espèce de remake et tout, pas très intéressant. Et en fait, non, c'est ce qui se passe derrière qui est intéressant, puisque cette jeune avocate repart dans la banlieue dont elle est originaire, alors qu'elle est installée à Paris. Elle retrouve tous ses camarades qui sont devenus des délinquants. Exactement. Donc il y a un peu ce clash entre banlieue Paris, et c'est vraiment là que la série est intéressante. C'est pas du tout la situation de départ. Absolument. Moi, j'ai trouvé ça très bien. J'étais accrochée par la série. On va marquer une pause et puis on se retrouve dans un petit instant. Il nous faudrait 2 heures. Il faudrait que vous veniez toutes les semaines, Romain. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec notre invité Romain Nigita, journaliste spécialiste des séries. Alors il y a tellement de choses, il y a les films de Noël qui reviennent déjà. Dès la semaine prochaine. La semaine prochaine c'est Noël, vous sortez le sapin, les guirlandes et tout ça. Oh là là, c'est cucu la praline. Mais non, c'est rigolo et surtout ça évolue. Mais ce sont des nouvelles ou on rediffuse toujours les mêmes? C'est des nouveaux. Il y a une production aux États-Unis consacrée uniquement aux séries de Noël. Complètement, c'est-à-dire que là lundi prochain sur TF1, du lundi au vendredi, vous avez à 14h tous les jours un téléfilm inédit suivi d'une rediff. Mais parce qu'en fait aux États-Unis, vous avez une chaîne quasiment entière qui fait ça pendant toute la période des fêtes, une chaîne qui s'appelle Hallmark Channel, qui appartient à l'empire de la carte de vœux. Hallmark, c'est eux, les cartes que vous achetez pour les anniversaires, etc. Et ils produisent des vingtaines, voire 20-25 téléfilms tous les ans de Noël, avec la plupart du temps des stars ou des demi-stars qu'on a vues dans des séries ces 20 dernières années. L'une qui en fait le plus, c'est Lacey Chabert. Le nom vous dit peut-être rien, mais celle qui jouait la petite sœur dans la série La Vie à 5, qu'on voyait sur M6 dans les années 90. Vous avez, dans un de ceux qui va passer sur TF1, Hunter King, qui joue dans Les Feux de l'amour. Vous avez Luke McFarlane, qui jouait dans Brothers and Sisters. Et vous aviez, je parle au passé, jusqu'à il y a quelques temps, Candace Cameron, qui jouait dans La Fête à la maison, c'était la petite blonde de la famille, qui était l'une des vedettes de cette chaîne de télé, mais qui a décidé de partir, parce que cette dame, elle ne trouve pas à son goût qu'il y ait maintenant des téléfilms de Noël avec des couples gays. Mais non. Et voilà. Alors, on peut dire c'est formidable, ça évolue. Les Américains font des histoires d'amour à Noël avec des couples de même sexe. Donc il y a des films de Noël dans lesquels c'est un couple avec des couples d'hommes ou des couples de femmes. Et on les voit mettre les boules sur le sapin. On les voit s'embrasser, se faire des bisous comme tous les autres. Et cette actrice a dit non, moi ça heurte mes convictions religieuses. Donc elle est partie sur une autre chaîne concurrente qui elle est plutôt financée par des religieux américains. Donc on voit que même Noël et qui produit aussi des films de Noël. Et qui produit aussi des films de Noël, mais qui sont bien conservateurs, sur lesquels il y a rien qui dépasse. Alors conservateur, le mot est prononcé. La série Sex Education a choqué. Il y avait un article d'une, je sais pas si elle est historienne dans le Figaro la semaine dernière qui disait ce n'est pas aux séries télé à faire l'éducation sexuelle de nos enfants. Et c'est vrai que la série va assez loin dans le côté transsexuel, éducation sexuelle. Donc comment ça a été reçu cette série justement? La 3e saison. Moi j'ai trouvé un peu plus. La 4e saison, j'ai trouvé un peu plus ennuyeuse que la. Voilà, moi aussi elle m'a choqué, c'est parce que je l'ai trouvé décevante, c'est pas du tout par son contenu. D'ailleurs, c'est la dernière, et tant mieux. Le personnage de Gillian Anderson qui joue une sexologue est vraiment mis de côté parce qu'elle est en dépression postpartum. Ça, c'est un peu décevant parce que c'était le personnage le plus passionnant. Après, pour ce qui est de faire l'éducation sexuelle des enfants, c'est pas nouveau. Dans les années 80, vous aviez déjà Les Années Collège, une série canadienne qui en France passait sur Antenne 2 dans Giga. Peut-être certains de vos auditeurs s'en souviennent, et ça parlait déjà du sida, des premières relations sexuelles chez les ados, de l'angoisse que ça peut provoquer. La télé, comme la fiction, ça aide à appréhender la vie, ça aide à anticiper les problèmes qu'on peut avoir, à accepter les soucis qu'on a déjà eus, que ça soit des histoires de terrorisme, la guerre, les problèmes en famille et les problèmes sexuels. Donc moi, ça ne me choque absolument pas. Surtout que Netflix, c'est vraiment, vous voulez pas que vos enfants le voient, vous pouvez mettre un code parental. Donc surtout, je trouve que ça a été assez malin. Ce qu'a fait Netflix en France, ils ont une démarche qui est en partie marketing, mais aussi en partie éducative, c'est-à-dire qu'ils se sont associés à des sexologues pour ados, auxquels les jeunes téléspectateurs pouvaient poser des questions via les réseaux sociaux.
Ouais, à part quel épisode, on se pose des questions, etc. Un peu ce que faisait Fun Radio à une époque avec Doc Eddie Fool, finalement. Ouais. Donc ils ont intégré ça à la diffusion de cette dernière saison. Donc je trouve que finalement c'est géré plutôt avec intelligence et avec tact. Est-ce que les séries sont plus sexuées qu'à une époque où à l'inverse on a rétrogradé et on montre moins les choses? Quel est le... On peut évidemment se permettre beaucoup plus de choses qu'il y a 20 ou 30 ans. Déjà parce que souvent sur les plateformes, il y a quand même un barrage, le barrage de l'abonnement, le barrage du code parental. C'était beaucoup plus compliqué sur les chaînes hertziennes classiques. Mais encore une fois, il y a eu des exemples dont je vous ai parlé les années collège. C'était au Canada une série qui était créée avec des profs. Il y avait des dossiers qui étaient remis dans les écoles pour dire voilà, vous pouvez regarder cet épisode en classe, vous en discuter derrière. Oui, mais les Canadiens, ils ont toujours eu une avance là-dessus. Bah voilà, donc il faut sur la façon de parler avec leur enfant. Non, mais tout à fait. On apprend très vite à parler avec son enfant au Canada, beaucoup plus qu'en France, où on a des difficultés d'aborder ce sujet-là. Oui, non, tout à fait. Il y a des films d'Halloween aussi, il paraît. Il y a des séries qui font peur, qui débarquent évidemment pour cette période-là. Moi, je peux vous en recommander une qui vient d'arriver sur Netflix, qui s'appelle La chute de la maison Usher. Alors, vous pouvez vous dire, mais ça me rappelle quelque chose, peut-être mes vieux cours de littérature. En effet, c'est une adaptation d'Edgar Allan Poe, mais version moderne. En gros, c'est Succession, version film d'horreur. Ah, bon c'est-à-dire que c'est une grande famille qui travaille dans l'industrie pharmaceutique. Donc, ça rappelle aussi certaines mini-séries qu'il y a eu il y a pas longtemps, notamment Dopsic qui parle du scandale de l'Oxycontin. Et chacun des enfants du grand PDG de cette famille va mourir dans chaque épisode, de manière tout à fait horrible. Et en fait, chacune de leurs morts est inspirée par une nouvelle différente d'Edgar Allan Poe. C'est-à-dire l'une des morts, ça sera le chat noir, l'autre, ça sera l'assassinat dans la rue Morgue, etc., etc. Je vous en dis pas plus, mais si vous aimez vous faire peur, et si vous aimez ce qu'a fait ce même réalisateur Mike Flanagan précédemment, il a fait The Haunting of Hill House notamment, et il va bientôt adapter La Tour sombre de Stephen King pour Amazon Prime. Franchement, allez-y. J'allais dire les yeux fermés. Non, faut quand même regarder ce qui se passe. Mais non, La chute de la maison Usher. Et des films d'horreur façon Vendredi 13 ou des choses comme ça. Vous savez, Gilles, moi je vais plus au cinéma, c'est ringard le cinéma. Moi je regarde que les séries. Non, mais dans les séries. Alors les séries, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Qu'est-ce qui va arriver? Il y a déjà sur Apple une série qui s'appelle The Changeling, sur un couple qui vient d'avoir un bébé, sauf que ça se passe pas très bien et ça tourne au conte de fées macabres. Changeling. Dans les séries qui vont arriver, les séries plus classiques, on a parlé de The Crown, d'Arsène Lupin. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Alors vous nous parliez d'une série australienne. Tout à fait, une série australienne qui s'appelle Total Control, qui arrive cette semaine, qui arrive jeudi sur Arte. C'est une série politique qui parle des aborigènes et on est en plein dedans puisque, comme vous le savez, le week-end dernier, il y a eu un référendum au cours duquel les Australiens leur liberté. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme d'origine aborigène qui est élue au Sénat et qui va découvrir la cruauté du monde politique puisqu'elle est manipulée par la première ministre, en gros, qui l'a fait élire uniquement pour des raisons marketing et électoralistes. C'est formidablement bien interprété. Il y a un petit côté Borgen australien. Jetez-vous dessus, vraiment, c'est une petite pépite. C'est en Prime? C'est en Prime. En Prime jeudi soir. Sur Arte.tv, et il y a cette série française Sous contrôle que moi j'ai trouvé formidable avec Léa Drucker. Une comédie là aussi politique puisque c'est une humanitaire qui est catapultée ministre des Affaires étrangères alors qu'elle ne connaît rien non plus elle aussi à la politique. Alors là on est vraiment dans la comédie, celle dont je vous ai parlé, on est plus dans le drame. Oui, c'est plutôt sympa. Mais c'est plutôt sympa à regarder et Léa Drucker est vraiment formidable effectivement, où elle doit apprendre des éléments de langage, où il y a des otages à sauver. Enfin c'est vraiment bien fichu. Autre série que vous nous conseillez? Moi on m'a parlé de Blue Eye Samurai, c'est bien. Alors ça c'est une série animée qui va être sur Netflix. Pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas vue. D'accord, dans les séries que vous avez vues Dans les séries que j'ai vues, que je peux vous conseiller, le mois prochain, je peux pas encore vous dire la date, mais c'est le mois prochain sur Canal, Pamela Rose, la série, Cad et Olivier qui reprennent leur rôle d'inspecteur Bully et Ripper. Si vous aimez l'humour un peu bébête, comme moi, les parodies de séries américaines, et si vous avez aimé les films Pamela Rose ou les sketchs qu'ils faisaient sur Comédie à l'époque, là aussi, vraiment, allez-y, vous retrouvez le Olivier et Cad. Ils avaient fait un podcast. Ils avaient fait une série audio pendant le confinement.
Et c'est ça qui leur a donné envie de reprendre. Ils ont vraiment fait une vraie série. Ils parodient les séries policières actuelles, les séries scandinaves. Ça se finit sur un cliffhanger. Je peux pas vous en dire plus. On est vraiment dans une véritable série. Ils ont étudié comment se font les séries aujourd'hui. Alors Laurence, une auditrice a les mêmes goûts que moi. Elle dit et White Lotus. Est-ce qu'on attend White Lotus, il y a une saison 3 qui va se faire. Moi je connais pas White Lotus. Expliquez-moi. C'est une série américaine qu'on voit sur Pass Warner. Et mais vous avez 500 € de. Non, mais c'était passé. Son option de Prime. La première saison était sur OCS quand ils avaient les séries de vidéo, et la 2 sur Pass Warner. Alors c'est un club de vacances pour riches. C'est une comédie très très noire. Très noire. Chaque saison peut se voir indépendamment. La première se passait à Hawaï, la deuxième en Sicile, et la troisième normalement ça devrait être en Asie du Sud-Est. Je crois que ça doit être en Thaïlande. Et à chaque fois c'est un hôtel très luxueux où vous avez tout un tas d'invités. Et de personnages. Et il se passe une situation au départ, je dis pas quoi, et ensuite on revient en arrière pour comprendre comment on en est arrivé là. Ah oui, non, c'est formidable. C'est vraiment tous les gens qui ont regardé aiment bien. Savez-vous quand va revenir Sandman et Making the Murder, demande Stéphane. Alors Sandman, c'est une série adaptée d'un comics qui est sur Netflix. Il y a une saison 2 qui a été commandée, mais je crois qu'ils n'ont pas commencé à tourner, parce que comme vous le savez, il y a eu une grève des scénaristes, et on est encore en grève des acteurs, donc pour l'instant, je crois qu'il n'a rien à démarrer. Making a Murderer, si je dis pas de bêtises, c'est un docu-série sur un fait divers. Ouais. Où je ne pense pas qu'il y ait de suite prévue. Pas à ma connaissance. Ça va s'arranger justement, puisque vous parlez de la grève des scénaristes. Alors la grève des scénaristes, c'est fini. Ça y est, ils ont trouvé un accord, c'est signé, ils ont repris le boulot. Donc il y aura pas de IA, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? L'intelligence artificielle. Alors il y a deux choses. Il y a le fait de ne pas utiliser l'intelligence artificielle, en effet, pour écrire des scripts. Et l'autre chose, c'était avoir un minimum de scénaristes garantis dans les writers' rooms, c'est-à-dire les salles d'écriture collective aux États-Unis. Donc ça, c'est fait, c'est signé, c'est bon. Par contre, les acteurs, eux, ça se passe pas bien du tout. Ouais, à ce point-là. Ouais, il y a une grosse réunion en fin de semaine dernière et les producteurs sont partis avant la fin de la réunion. Là aussi, l'un des gros points de contentieux, c'est l'intelligence artificielle, parce que les gros studios veulent pouvoir scanner entièrement un figurant pendant une journée, le payer pour une journée de boulot, et ensuite utiliser sa capture pour faire un figurant ad vitam aeternam, pour faire des scènes de foule, les choses comme ça. Donc il y a plein de sujets à voir, et pour l'instant c'est pas du tout réglé. Donc pour l'instant certes les scénaristes écrivent, mais les tournages ne peuvent pas reprendre. Ne peuvent pas reprendre. Ouais. On va pas être en pénurie de séries quand même. Sur les grands networks américains, là oui, aucune des séries n'a repris. Normalement à la rentrée vous aviez le retour de Grey's Anatomy, de Good Doctor, de New York Police Judiciaire, etc. Ça reprend pas, ça va pas reprendre. Ils mettent quoi, les Américains? Ils mettent des rediffs des fois de séries qui étaient sur les plateformes. Par exemple, ils rediffusent Yellowstone, la série Kevin Costner, qui aux États-Unis était sur une chaîne du câble. Là ils le diffusent en prime time sur un network. Ils diffusent des séries canadiennes. Ils diffusent des jeux, beaucoup de télé-réalité, des choses comme ça. Ils diffusent même la série financée par les évangélistes américains sur la vie de Jésus qu'on a vu en France sur C8. Là, ils le diffusent en prime time. Ouais, Plus belle la vie. Plus belle la vie. Ça y est, les tournages vont reprendre. C'est comme les plateformes américaines. Les plateformes américaines, pour se lancer, elles ont ressuscité des marques très célèbres. Disney utilise Star Wars, utilise Marvel. TF1, puisqu'ils possèdent New When, non Plus belle la vie, ils reprennent la marque de série la plus connue en France, qui est Plus belle la vie. C'est vraiment pour alimenter la plateforme que TF1 va lancer ou relancer en début d'année prochaine. Mais ce sera diffusé où alors? Sur cette plateforme sera actuellement, ça s'appelle MyTF1. Il y a une version payante qui s'appelle MyTF1 Max. Ils veulent vraiment la relancer à pleine puissance. Il y a une personne qui a été nommée. Surtout depuis la fin de Salto. Et une question rapide, parce qu'on va être pris par le temps. HBO Max, ça vaudra le coup de s'abonner? Alors ça s'appellera Max tout court, a priori. Ça devrait arriver l'été prochain, d'après les dernières infos. Et en gros, on retrouvera toutes les séries qu'on a actuellement sur le Pass Warner. C'est vrai, beaucoup de séries HBO. House of the Dragon, White Lotus dont on a parlé, et plein d'autres choses. Merci beaucoup, Romain. Vous aurez gardé. Oui, puis alors il y avait plein de questions. Outlander, qu'est-ce que vous en pensez? Outlander, c'était bien au début. Là, ça commence un petit peu à tirer à la ligne. Voilà, tant mieux pour la grève. Ça nous permet de voir les séries d'autres pays. Il y a des séries espagnoles là qui cartonnent. Il y a Elite, la nouvelle saison d'Elite, la série ado très sulfureuse espagnole qui arrive très prochainement sur Netflix et qui arrive un peu à se renouveler. Vous reviendrez, Romain, on vous le promet. Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci à vous. Nous, on se retrouve pour parler de l'actualité, pour débattre de l'actualité. Merci à vous.